Bonjour tout le monde et bienvenue au 25e épisode de notre podcast Retour sur les attentes. Je suis toujours avec mon fidèle ami, partenaire, associé Jonathan. Comment tu vas, Jonathan? Écoute, plutôt bien, Joss. Voilà, un petit peu la voix un petit peu enrouée. Voilà, c'est de saison. Voilà, on commence à avoir les Eh petits oui. virus d'hiver qui traînent, donc voilà. Mais ça va quand même. Et toi? Écoute, ça va. La rentrée est finie, hein. On est en train Oui, d'enregistrer fin septembre, début octobre. Et forcément, on s'approche vers la fin d'année, boucler le calendrier, boucler les budgets, voilà, et penser à 2026. Donc, beaucoup à faire. exactement. Alors, 25 épisodes, c'est pas rien. J'ai lu quelque part que je crois que c'est 10% des podcasts dépassent 10 épisodes, un truc comme ça. Ouais, je crois Donc, que c'est ça. Ouais, ouais. C'est assez ouais, peu. Ouais. donc c'est assez peu, hein. Donc, on est content d'arriver à ce quart de siècle. Oui. J'ai une question très simple pour toi. Bah, on a fait 25 épisodes. C'est quoi ton épisode le préféré, celui qui revient à l'esprit? Alors, là, tu me prends un peu au dépourvu. Mais tu m'en autorises Oui, deux ou pas? bah, bien sûr, bien Allez. sûr. Alors vraiment, bon, je pense que vraiment que chaque épisode a son intérêt, parce que c'était des angles d'attaque différents et on avait aussi, beaucoup d'invités vraiment de qualité avec des approches différentes, des discours, voilà, assez novateurs aussi. Donc voilà, très, très intéressant, mais il m'arrive d'en réécouter vraiment certains et il y en a 2 qui se démarquent pour moi. Ouais. C'était, alors déjà celui que l'on avait fait avec, je vais reprendre le numéro, voilà, l'épisode 15 qui se nommait «Des pratiques de formation et d'évaluation d'excellence au Canada». Et Oui. tu vois, c'était avec Desjardins et où, voilà, lorsqu'on en parle avec des clients, on dit toujours: «Bon, c'est le cas d'école de tout ce qu'il faut faire». Donc c'est vraiment pour ça que je pense à cet épisode, parce que vraiment on buvait du petit lait, hein, comme on dit, en écoutant vraiment, voilà, ce que disaient nos interlocuteurs. Tu Donc sais c'était qu'ils un ont vrai encore plaisir. gagné tu as vu qu'ils ont encore Oui, j'ai gagné une vu ça. récompense, internationale pour, Ouais, 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 tout à le fait. projet de formation, ouais. Mmh. J'ai vu ça, donc ça c'est, ouais, c'est vraiment impressionnant, quoi. Donc voilà, cet épisode, on est au niveau de la qualité des pratiques, de la réflexion, et cetera. Et puis, un épisode je pour lequel je continue à recevoir des messages de personnes qui découvrent aussi le podcast et en disant: «Dis donc, j'ai écouté ça, ça fait du bien d'avoir ce discours», et qui était l'épisode 3 sur l'efficience et la sobriété dans la formation professionnelle. Avec vraiment, tu vois, les questions d'impact, au niveau de l'environnement, et cetera, voilà, donc un épisode plus, je vais pas dire plus sombre, mais mais voilà, en tout cas moins dans la jovialité, mais qui, voilà, aujourd'hui, je pense, montre que, ben, on était en mars 2023, bah, 2 ans et demi après, bah, malheureusement, ce qui était dit dans cet épisode, on l'observe un peu tous les jours, quoi. Donc voilà, donc ces 2 épisodes m'ont particulièrement marqué. OK. Alors là, je crois que c'est ce qui est bien, c'est qu'on est aligné, hein, donc je vois qu'on est souvent alignés. C'est vrai que moi, j'allais dire le troisième aussi, ça m'a beaucoup Ouais, impacté, la la sobriété et puis cette vision vraiment macro, vraiment sortir un petit peu de notre quotidien pour voir ça. Hem, je pense que au niveau invité, j'ai beaucoup apprécié, Raphaël Dubé mmh, de la Suisse. oui, Parce que lui est aussi responsable formation. C'est vrai que lorsqu'on parle avec les responsables formation qui sont responsables des dispositifs de formation en interne sur l'entreprise, forcément ça m'intéresse toujours de savoir comment mmh, ils font en interne, tu vois? Et lorsqu'on voit ces responsables qui s'y prennent vraiment au jeu, jusqu'à Raphaël qui a son activité aussi, à côté parce que vraiment, c'est un créateur, quoi. Ça, ouais, c'était super un passionné, ouais, clair. et j'adore travailler avec la Suisse, comme tu le sais. Oui, moi Parce que aussi. je trouve que ouais, toi aussi, parce qu'on trouve que ouais, on en parle souvent, hein, je sais pas ce qui se passe, mais je trouve qu'avec les Canadiens, avec les Suisses, pas pour critiquer les Français, hein, mais je trouve qu'ils ont une façon de faire.
Et peut-être on va en parler un peu dans cet épisode. J'imagine qu'on va en parler justement pour Mmh. comparer. Mais je trouve qu'ils ont une façon de faire qui va direct au but. Et ça, j'apprécie beaucoup leur approche. Et puis aussi avec Olivia, Oui, très intéressant aussi. ça aussi, j'adorais ces réflexions sur le Netflix, tu sais, l'année bien de l'ANSEM sur l'approche au niveau d'accompagner ses clients, tu vois, les choses qui vont. En fait, c'est vraiment ce qui marche pas, tu vois. Et Ouais, ça, j'ai beaucoup apprécié. Donc, ouais, c'est tout pas à fait. pour ne pas vanter les autres invités, hein, parce que vraiment, comme tu dis, chaque fois, c'était vraiment super. Mmh. Mais pour moi, c'était les deux. En dehors de notre cher épisode 3, c'était vraiment les deux invités qui sortent un petit peu aussi par rapport à mes souvenirs. Voilà. Mais Eh super. bien, écoute, on va espérer qu'on va continuer encore 25 épisodes, j'en suis sûr d'ailleurs. Ouais, Euh, on va avoir d'autres invités. Nous, ce que j'adore aussi, c'est faire des épisodes avec toi, tous les deux. Je trouve qu'on ne fait pas assez. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse un peu plus. D'ailleurs, on va la faire aujourd'hui. tout à fait. Alors, avant ça, un peu d'actu. Euh, on a mis en place le calendrier 2026 de nos sessions de certification, une session de programme de certification Oui. pour Learning Transfer Designer et aussi pour Patrick Bronze. Donc, n'hésitez pas à y aller. On a de la place pour la session de Jonathan euh, pour novembre. Donc, on va commencer vraiment tout fin novembre. Donc, en fait, je suis en train d'animer une session là et je me régale. Mais je me régale. Mmh. C'est vrai que en tant qu'animateur, parfois, facilitateur, on se régale pas, hein, tu le sais. Ouais. On est toujours en train de courir à droite à gauche pour être sûr que tout le monde, que le groupe est bon, que ça, que c'est efficace, c'est pertinent. Tu sais, on veut toujours faire un bon équilibre entre l'actif et la pédagogie. Mais là, c'est tellement bien construit. Pouah, Ah, je suis. c'est du pur bonheur, hein, comme on dit, hein. Ouais. On prend, je pense, autant de plaisir à l'animer que Oui, les participants oui, à la suivre, on va dire. Donc, oui, franchement, non, non, on s'éclate, hein. C'est vraiment, oui. quand on voit l'heure arriver, on est impatient et moi, je sais qu'à chaque fois, j'attendais impatiemment, la fin de semaine parce que souvent je faisais mes classes virtuelles le vendredi et Ouais. de dire en plus pour terminer la semaine, on était blindés d'ondes positives quoi, vraiment donc c'était vraiment top. Donc j'ai hâte Bah, de commencer la prochaine. f- franchement, j'ai fait la pub, mais si vous êtes à la recherche d'une formation ou d'outils heu, qui va changer votre vie au niveau de votre approche à la formation, faites Learning Transfer Designer. Je sais Mmh. qu'il y a un prérequis pour le niveau d'anglais actuellement. On met en œuvre, ce qu'il faut pour la version française du coffret, l'année prochaine. Mais si votre niveau anglais à la lecture est suffisant, inscrivez-vous parce que c'est du bonheur, quoi. C'est vraiment du bonheur. Oui et encore c'est juste pour, les ressources pédagogiques complémentaires parce que tous les Oui, supports qui sont utilisés lors des classes virtuelles et exact. cetera sont en français, hein. La classe virtuelle est en français, enfin voilà donc on peut tout à fait, vivre sans les ressources pédagogiques complémentaires. Bon voilà, dans tous les cas, elles vont être traduites, donc c'est un travail, c'est un work in progress, hein, comme on dit. Mmh, Donc mmh. mais dès maintenant, vous pouvez, bénéficier de la formation, à tout point de vue. Alors, une autre petite actu, c'est que, on est en train de faire un sondage, sur la nouvelle récertification de Kirkpatrick Bronze. Donc, Kirkpatrick Partners, aux États-Unis, heu, qui s'occupe de l'offre, hein, de la des certifications. C'est pas nous, hein. Nous, on est partenaires, donc, Mmh. on met en place l'offre, qui vient de là-bas. Souhaite ou, je sais pas si c'est souhaite ou oblige, de faire la restitution pour, les anciens certifiés Kirkpatrick et nous, ben, on souhaite savoir ce que vous en pensez. Donc si vous êtes certifié, bronze, on a fait un sondage, on le mettra le lien dans les notes de ce podcast. Donc, l'idée, c'est de vraiment mieux comprendre le ressenti du marché français parce que le marché ou francophone plutôt, le marché francophone, Mmh. est différent d'autres marchés. On va en parler et on a besoin de savoir ce que vous en pensez. Voilà, écoute, c'est le titre de cet épisode, c'est «Comment faire de la formation dans un pays surendetté».
Donc, Joli, joli programme. je ne sais pas, cher auditeur, si vous suivez Jonathan Potier sur LinkedIn, mais si vous le faites, vous avez sans doute vu les posts qu'il met sur l'état du pays parfois, Mmh, tout à fait. sur le financement de la formation, Oui, sur le système paritaire, sur le système oui, obligatoire de oui, qualité. Voilà, il a ses avis, oui. qu'on soit d'accord avec lui ou pas. Et ça nous a fait un peu réfléchir ensemble, c'est-à-dire quelles pourraient être les conséquences justement d'un manque d'argent. D'accord? Là, on a un Mmh, marché français un peu l'iceberg où on voit des formations d'entreprises, des beaux projets de formation avec des vraies demandes de construction ces offres vraiment sur mesure. Et puis après, en dessous, on a plein d'autres formations financées à droite et à gauche, mais on ne sait pas trop ce qui se passe avec ce système paritaire qui est vraiment tributaire du financement de l'État hein, et ce système de financement de l'État. Et si un jour, il n'y a plus d'argent, qu'est-ce qu'on va faire? Donc du coup, on voulait faire cet épisode sur ça. Alors la première question que j'ai pour toi, Jonathan, c'est pour toi, c'est quoi, un pays surendetté? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour toi? mmh. Eh bien, à l'image du foyer, on pourrait dire que c'est un pays qui dépense plus que ce qu'il ne reçoit. Alors, en France, on dépense, voilà, l'État dépense ou investit, c'est selon dans différents domaines et reçoit des recettes fiscales, hein, donc les impôts. Et aujourd'hui, lorsque, lorsque la France, voilà, reçoit par exemple 100 en impôts, voilà, si elle dépense 110 derrière, bah forcément, ça crée une dette. Voilà, donc il y a un déséquilibre, il y a un écart. Et pour les auditeurs intéressés, hein, sans qu'on y passe trop de temps, vous pouvez aller sur le site qui se nomme horloge de la dette publique.com, donc avec un trait d'union entre chaque mot, horloge de la dette publique.com. Et en fait, vous avez la dette publique de la France en direct. Voilà, qui grimpe, qui grimpe, qui grimpe, c'est assez effrayant et ça représente près de 50 000 euros par habitant. Donc au niveau d'un pays, la différence aussi par rapport à un foyer, c'est que en fait le pays a, on va dire, une certaine capacité d'emprunt et régulièrement emprunte sur les marchés financiers pour refinancer sa dette. Et refinancer sa dette, c'est aussi euh, notamment, bah forcément, ça crée des intérêts derrière. Donc, vous ne pouvez pas emprunter comme ça. Les gens vont pas vous prêter, on va dire, de l'argent pour vos beaux yeux. Donc, vous payez à la fois, vous empruntez pour rembourser la dette, mais surtout, vous devez en priorité rembourser les intérêts de la dette. Et Ouais. rien que ça, aujourd'hui, c'est déjà un sujet en soi. Et donc, on est dans un pays où, encore une fois, je vais très vite, hein, voilà, c'est vraiment de la vulgarisation express, mais je pense que les auditeurs et les auditrices peuvent retenir une chose, c'est qu'on est dans un pays qui économiquement n'est vraiment pas au mieux de sa forme, et franchement, ça n'est pas rien de le dire. Et on le voit aujourd'hui, à quel point ça impacte différents domaines, dont la formation. Alors moi, on m'a toujours appris dans mes études en ressources humaines qu'il y avait deux budgets qui sautaient en priorité dans les entreprises lorsque ça n'allait pas très bien, c'est la formation et la communication. Donc je pense qu'au niveau de l'État, on va voir aussi des choses à ce niveau, et on le voit sur LinkedIn. Oui. Il y a des baisses de prise en charge, on va dire le coût du contrat aussi apprentissage pour les CFA, etc. En fait, on voit qu'il y a plein de choses qui sont en train de baisser et en fait, tout le monde s'en plaint, à tort ou à raison, mais tout le monde en tout cas fait le constat qu'il y a de moins en moins d'argent qui est investi dans la formation, notamment au niveau public. Écoute, c'est très intéressant la dernière phrase que tu as dit, à tort ou à raison. D'accord? C'est-à-dire ils se Oui, plaignent à tort ou à raison. Donc, oui. pourquoi à tort, à ton avis? Pour toi, et vraiment, voilà, pour toi, pourquoi à tort? Pourquoi ils se plaigneraient à tort? Bah, en fait, j'ai envie de dire, alors ça fait des années, ça fait des années que je dis, et je pense que tu le disais aussi, hein, toi et moi, que l'on dit que il faut faire la démonstration aussi que l'on forme de manière utile, efficace, etc. Oui. Et à défaut de présenter des résultats, j'ai envie de dire, quasiment la conséquence logique qu'à un moment donné, on ne prenne pas le sujet de la formation au sérieux. Et on est vraiment dans, c'est la méthode Coué, hein, on se dit la formation est importante, il faut développer les compétences, il faut préparer nos jeunes au marché du travail, etc., etc. Mais finalement, on est en manque d'indicateurs de résultats, d'impact notamment,
pour donner de la valeur à la formation. Et franchement, moi, demain, tu me fais la démonstration que quelque chose qui me coûte 10 000 € va me rapporter 15 000, va me rapporter 15 000, je vais pas m'amuser à sabrer dans ce budget. Donc, aujourd'hui, il y a ce problème. Et puis aussi, il faut quand même regarder les choses en face. On ne peut pas se plaindre. En fait, ce sont les mêmes personnes, là je fais une critique, mais ce sont les mêmes personnes qui parfois vont se plaindre justement de l'explosion de la dette, de l'explosion des impôts, etc., et qui en même temps vont se plaindre que finalement il y ait une baisse de prise en charge. Mais à un moment donné, les aides de l'État, ce sont aussi nos impôts. Donc on ne peut pas se plaindre de payer trop d'impôts et en même temps d'avoir une baisse derrière des aides, des financements qui peuvent être alloués, etc. Donc voilà, on est un peu schizophrène, je trouve, en la matière. Oui. Tu as pas l'impression que la formation est un peu protégée en France, vu que l'État associe formation et emploi? C'est vrai, et de mon point de vue, c'est une terrible erreur. Parce qu'en fait, on a fait de la formation un objet social, euh, purement un objet social. À chaque président, voilà, on discute réforme de la formation, et puis on va investir dans la formation, etc. Ça n'est pas mais à défaut d'en faire un objet économique, ça n'est pas la formation qui crée de l'emploi. Or, on rapproche toujours les deux. Ce qui crée de l'emploi aujourd'hui, c'est l'activité, c'est le carnet de commandes des entreprises. Et dans un pays, encore une fois, surendetté, où finalement, voilà, on a aussi des problèmes de valeur de la monnaie, on a des problèmes d'exportation, de présence internationale. Enfin, il y a énormément de problèmes. Ça n'est pas le fait de miser sur la formation qui va permettre de répondre à ces problèmes d'emploi. Donc, en fait, je pense qu'on se trompe complètement de solution. La formation est une réponse lorsque il y a de l'activité économique, qu'on a besoin derrière donc d'ajuster les compétences par rapport à ces besoins. Mais aujourd'hui, on croit qu'en formant des personnes, miraculeusement, on va créer de l'activité économique. Et donc, c'est un faux sujet. Et j'ai l'impression que c'est aussi une manière d'acheter la paix sociale en se disant on va former massivement, on va mettre de l'argent dans la formation, comme ça, peut-être qu'on donne de l'espoir. Mais ça n'est absolument pas une réponse au problème de la France. Oui. Alors, imagine qu'un jour, ils restreignent drastiquement donc ces budgets, c'est-à-dire que Oui, on peut plus compter là-dessus. Finalement, oui. tu n'as pas l'impression qu'on va être comme justement nos partenaires suisses, anglais, belges, où la formation ou le marché de la formation sera un marché entre guillemets indépendant. Oui, un marché libre. Oui, marché libre. Tout à fait. Alors moi, je n'attends que ça. Je n'attends que ça. Alors je peux comprendre que, encore une fois, je veux dire, toi comme moi, je considère que voilà, on fait partie d'une catégorie de personnes aussi privilégiées, où voilà, on peut investir dans notre propre formation. Voilà, voilà, on est soutenu aussi. Moi, je suis soutenu par l'entreprise où je suis salarié, etc. Dans ce cadre. Mais je peux comprendre aussi que voilà, pour des personnes plus modestes, pour des demandeurs d'emploi, etc. Voilà, on peut imaginer quelque chose. J'ai vu récemment, je crois que c'est Antoine Amiel qui proposait d'avoir une carte vitale de la formation. Voilà, je trouve qu'il y a de l'idée, Oui. mais voilà, encore une fois, pour certains types de publics. Pour les salariés, pour les entreprises, etc., j'ai envie de dire, fichez-nous la paix. Et qu'on arrive à un système beaucoup plus light, un marché qui ne soit pas assisté, et un marché qui ressemble effectivement à ce que fait l'énorme majorité, la très grande majorité des pays dans le monde, où finalement on fait de la formation quand on est convaincu que ça va être utile. Et dans ce cas, on met en place les conditions pour que ça soit utile. C'est-à-dire, si on, c'est pas de la formation confort, quoi. On va pas s'amuser à dépenser de l'argent si derrière on n'a pas la certitude que ça va être utile. Et ça change complètement la posture aussi des personnes qui vont payer. Des personnes, j'entends des individus comme des personnes morales. Une entreprise qui paye elle-même sa formation, elle va davantage travailler sur les conditions d'efficacité de cette formation, mais au même titre qu'un individu. Quelqu'un qui met de sa poche, moi je l'ai déjà observé dans des sessions, toi aussi tu as déjà dû l'observer, mais dans des sessions de formation, lorsque la personne a aussi mis de sa poche pour se former,
on a une toute autre volonté et une envie de réussir par rapport à quelqu'un qui s'est retrouvé là parce qu'à un moment donné, il y avait des budgets et il y avait des financements, des cofinancements qui venaient de je ne sais où, quoi. Oui, alors c'est pas la solution, c'est pas la raison principale ou la seule raison entre guillemets pour la réussite d'une formation parce qu'on le finance soi-même, mais c'est vrai que c'est sacrément important. Quand tu parles, en fait, si tu veux, j'ai cette expression anglaise qui est the cream will rise to the top. Je sais pas si c'est la même chose en français, où on dit que la crème va, tu sais, la crème monte jusqu'à la surface, parce que Ouais. c'est un message qui explique qu'en fait, les meilleurs vont s'en sortir, tu vois. Et en Oui, fait, ouais, lorsqu'on ouais. est dans un marché qui est complètement atomisé, où il y a trop d'acteurs, en fait, on se Mhm. rend compte que c'est pas ça. Tu vois, les meilleurs ne s'en Ouais. sortent pas. Les meilleurs, en fait, parfois disparaître ou souhaitent disparaître parce qu'ils peuvent plus être en face de toutes ces contraintes administratives et aussi en face des acteurs qui piquent le marché ou qui peuvent pas, tu sais, ou même les commanditaires qui veulent pas, par exemple, dépenser sur le transfert ou les écouter sur le Mhm. transfert, tu vois, Oui. parce qu'ils sont complètement focalisés sur le budget dont ils ont disposition et que pour eux, la culture de l'achat de la formation, c'est ce qu'il y a dans la formation même, tu vois, et pas sur le résultat. Oui. Donc, Oui, oui. un marché libre pour toi, c'est peut-être un marché en fait où les meilleurs vont mieux s'en sortir que par rapport à ceux qui juste mettent un catalogue de formation en place et puis basta. Alors, ouais, franchement, j'y crois. Alors, forcément, j'entends, hein, je veux dire, comment dire, c'est pas binaire, quoi. Et puis, évidemment que ça n'est pas parfait, hein, c'est pas un raisonnement qui répond à tout. Mais aujourd'hui, enfin, on a suffisamment de recul pour montrer que notre système actuel ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. On a énormément d'obligations légales, réglementaires, administratives, normatives, etc., etc. Et en fait, on rajoute sans arrêt des couches et plus personne n'y comprend rien. Donc, même les acteurs de la formation n'y comprennent rien. On est obligé régulièrement de se former, on se fait accompagner. Enfin, on l'a vu avec Calliope, on avait des pratiques aussi d'audit qui étaient très très différentes, hein, d'un auditeur, d'une auditrice à Oui, l'autre ou d'un oui, certificateur à l'autre, etc. Enfin, et donc, c'est une espèce de gloubi-boulga, une espèce de, enfin, ça ne ressemble plus à rien, qui n'existe encore une fois que chez nous. À ma connaissance, il y a des dispositifs orientés sur la qualité qui existent ailleurs, il y en a en Suisse, etc. Il y a aussi une obligation de financement au Québec, alors peut-être pas au Canada, mais en tout cas, je sais qu'au Québec, ça existe. Est-ce que ça s'étend à tout le Canada? Je ne sais pas. Mais voilà, on n'est pas le seul pays à vouloir intervenir. Par contre, nous, on le fait d'une manière où, clairement, on dégoûte en fait les acteurs de la formation. Et là, pareil, on parlait de LinkedIn tout à l'heure, le nombre de messages de personnes qui, par exemple, disent, voilà, alors ça va de j'arrête Calliope, je ne oui. renouvelle pas, voire même d'autres qui disent carrément, maintenant, toutes mes interventions, j'appelle ça séminaire et je ne suis même plus organisme de formation. Donc tellement les gens en ont marre. Donc c'est pour ça, on, on a tellement, tenté à différentes manières de contrôler, d'assister, etc., qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut une grande libération de tout ça pour peut-être pas rester à quelque chose de complètement libre, mais en tout cas, je pense qu'il y a besoin de faire dire un grand reset, quoi. Et on a besoin de tout remettre à zéro et de reconstruire intelligemment en différenciant notamment réellement les publics. Quand je vois qu'aujourd'hui le CPF s'adresse à tout le monde avec le même montant, quelle que soit l'entreprise, quelle que soit la situation des personnes, quel que soit leur salaire, etc., bah, je préférerais à la rigueur que oui, on se focalise, que l'État se focalise encore une fois sur certains types de publics, mais laisse tranquille la majorité des gens qui sont salariés, qui sont dans des entreprises qui ont des budgets de formation, etc., et ne se mêlent plus de ça, tout simplement. Oui, donc t'es pas en train de faire d'être un anarchiste et puis de dire il faut tout détruire. Toi, comme tu dis, tu veux le reconstruire intelligemment. Bon, en tout cas, d'abord, je veux tout détruire et ensuite, on voit ce que l'on fait. Ouais. Bon, pour l'instant, Clairement. Et alors, c'est un discours très libéral, hein, mais encore une fois, alors, honnêtement, au niveau politique,
je l'avoue sans encombre, je suis libéral au niveau de la formation. Parce que je travaille dans le milieu depuis plus de 20 ans, et toi aussi, et je vois tellement que ça ne fonctionne pas. Et quand je travaille avec l'extérieur, avec d'autres pays, quand je vois ce qu'ils font, et que c'est un plaisir, on parle de la Suisse dans l'actualité, mais dans nos actualités, quand je vois que quand je vais faire une formation en Suisse, j'envoie un devis, et derrière j'envoie une facture, point barre. Enfin, voilà, là vraiment c'est plaisant parce que la charge administrative, elle est réduite au strict minimum. Et derrière, est-ce que ça change ma manière de faire la formation? Est-ce que j'y mets moins d'envie? Est-ce que je me soucie moins de la qualité, etc. Mais absolument pas. Donc voilà, en travaillant avec des entreprises, pourquoi on devrait avoir autant d'obligations? C'est le meilleur moyen de freiner l'innovation et l'efficacité. Les fameux mots de mon auditrice Calliope la dernière fois, c'est que arrêtez avec l'évaluation, vous en faites trop. Elle le disait gentiment, tu sais, parce que en fait Ah c'était ouais, par rapport à la preuve de ah oui, qualité, tu et vois. voilà. Mais c'était Oui, sa oui. réaction par rapport à l'épreuve qu'elle recherchait. Alors parce que je parlais trop, j'allais trop, tu vois, Et dans le ouais, détail. Euh, voilà. ça veut, ça Donc, veut, ça veut tout dire. l'important, c'est de répondre au référentiel. Voilà, Oui, c'est pas de faire de la qualité, c'est de répondre au c'est ça. référentiel. Donc voilà, on crée des comportements contre-productifs. Et en fait, on parle de Calliope, on peut l'adresser à tous les niveaux. Quand je vois la galère aussi que c'est pour obtenir un NDA, un numéro de déclaration d'activité, ça dépend aussi des régions. Il y a des retours différents. Enfin, voilà, quoi, Mais je pense que ce c'est qui est parfait fou, pour dégoûter tout le monde. mais ce qui est fou en fait, c'est que la logique derrière une demande de numéro de déclaration d'activité, c'est d'assurer que c'est un minimum de qualité derrière. Mais en fait, il se pose la mauvaise question. La Mhm. qualité doit passer par la qualité de la conception de l'animation, tu sais, et puis tout ce qui, la structure du programme et tout ce qui vient avec. Et c'est là qu'il faut qu'il vise, tu sais, là, par exemple, un minimum de certification par rapport à la création d'une structure ou d'expérience, tu Ouais. sais, dans la pédagogie ou tu sais, ou dans le marché. Parce que là, Ouais, il y a tout à 100 fait. 000, 100 000 NDA quoi, qui existent parce que tout le monde peut le faire. Et en Suisse, Exactement. le brevet fédéral, il faut jusqu'à 200 jours, je crois, parfois, pour avoir le brevet le plus Oui. poussé, pour vraiment comprendre tous les tenants et aboutissements de l'animation. Alors, on peut avoir des débat là-dessus, hein, tu vois ce que je veux dire, l'expérience aussi fait Mhm. beaucoup plus que la certification, on est d'accord. Moi, j'ai 25 ans, toi, tu as 20 ans d'expérience, je pense que ça apporte énormément. Mais c'est vrai que je trouve que souvent, les papiers qui nous exigent, c'est rien à voir avec ce qu'ils devraient exiger comme réponse. Donc, bon, Alors, on s'éloigne absolument un pas. peu du sujet, qui est vraiment Ouais, l'argent. ouais. Mais ça fait du bien. Écoute, de toute façon, toi, tu gères une académie, tu gères les formations Oui, pour 80 personnes, je crois, c'est ça. Hein. Donc, si oui, demain, tu n'as plus ouais, ouais. d'argent, comment tu fais? Si l'année 2026, on t'annonce, bon, Jonathan, désolé, plus de budget, l'économie est en crise. Par contre, il faut continuer les formations. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis, bon, écoute, je fais plus rien. Allez, bon, on se voit l'année prochaine ou qu'est-ce que tu fais? Alors, j'optimise le comment avant de pleurer sur le combien. Ouais. Moi, ça a été une de mes premières questions en arrivant chez AGC. J'ai dit quel est mon budget? Et on m'a dit vas-y, c'est libre. C'est bien une entreprise libérée. C'est libre, gère ça en bon père de famille. Voilà. Donc, demain, on me dit qu'il y a moins. Et ben déjà, on va dire, on fait preuve d'innovation entre guillemets, hein, mais on revient aussi à des choses qui sont très pragmatiques. Aujourd'hui, nous, on a travaillé sur une grande diversité de modalités d'apprentissage. J'ai des collègues qui, par exemple, voilà, n'attendent pas de partir en formation pour apprendre, Dieu merci. On leur bloque des journées au planning, ils vont se former, faire de l'auto-formation guidée. Voilà, nous on travaille beaucoup avec Microsoft, hein. On a Microsoft Learn, c'est une plateforme où il y a quasiment tous les contenus finalement pour se former aux technologies Microsoft. Et ils complètent cela avec, alors certains parleraient de pair learning, de pédagogie, etc. Mais en gros, simplement, en travaillant avec les collègues aussi qui savent, qui pratiquent, etc. Donc c'est complété. Donc on a une partie apport, notion. On a le fait de travailler avec les collègues, d'être accompagné, peut-être d'être accompagné en mission par des collègues plus expérimentés, etc. Donc tout ça sans jamais mettre les pieds dans une salle de formation.
tout cela ne coûte que le coût salarial de la personne. Donc aujourd'hui, et je parle même pas d'IA à ce stade, mais à rien qu'avec tous les contenus que l'on peut trouver sur le web et le fait de mettre en place une logique de partage de pratiques en interne, de travailler avec les pairs, etc., d'allouer du temps, juste du temps, même pas de facture pédagogique. Déjà aujourd'hui, voilà, dans l'hypothèse où le budget serait divisé par 4, bah, je me focalise sur les coûts salariaux et je peux aujourd'hui former tout le monde chez AG6 sans problème. Donc pour toi, c'est pas une logique, bah, s'il y a plus de budget, on se concentre que sur les connaissances. Tu sais, sur le knowledge management, Non. sur l'acquisition de connaissances. Toi, tu penses qu'il y a manière de former les compétences, d'être actif aussi. Oui, 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 alors oui, oui, complètement. Et d'ailleurs, tu parles de connaissances. Je pense que c'est essentiel aussi, hein. On en avait parlé d'ailleurs dans un précédent épisode du podcast. Oui. Là, on travaille actuellement sur la mise, je vais même pas dire la mise en place, mais en tout cas vraiment la sophistication de notre système de gestion des connaissances. Et on se fait accompagner par une consultante en knowledge management pour ça, Mélanie, pour ne pas la citer. Et en fait, ça nous permet aussi de répondre à énormément de besoins qui avant auraient été solutionnés par la formation. Donc aujourd'hui, voilà, on donne de la clarté, on permet à tout le monde de se repérer, d'aller rechercher de l'information, d'identifier les personnes qui ont les connaissances attendues, qui ont les compétences attendues, et cetera. Donc voilà, avant toute chose, tu vois, si je reprends l'exemple de Microsoft, quelqu'un nous aurait dit: «Tiens, je vais aller me former à Power BI». Aujourd'hui, avec le système que l'on met en œuvre, c'est que voilà, on retrouve déjà de la matière, des supports, d'auto-formation. On peut identifier facilement qui sont les personnes chez nous qui sont spécialistes du sujet, pouvoir poser des questions. On leur montre comment utiliser l'IA intelligemment dans ce cadre, et cetera. Donc voilà, on peut, avec tout ce système, aujourd'hui, je vais pas me faire des amis en disant ça, mais en fait, on peut se passer complètement d'organismes de formation. Mais le rôle d'un responsable formation, justement, change énormément dans ce cas-là. Tu vois, c'est être Oui. beaucoup plus sur le terrain, du coup, pour Ah accompagner. complètement. Ah bah, c'est exactement ça. Moi, vraiment l'essentiel de mon temps, chez AG6 et encore plus avec le projet de knowledge management, c'est de discuter, de trouver des solutions avec les responsables d'équipe, avec les collaborateurs, de comprendre leur quotidien, et cetera. Et puis, voilà, parfois, voilà, j'étais vu forcément avec mon étiquette comme étant, le monsieur formation, donc il faut l'appeler lorsqu'on a besoin de commander une formation et c'est lui qui passe commande et qui règle la facture, on va dire. Mais encore une fois, je pense que c'est de faire changer l'état d'esprit. C'est comment aujourd'hui, on fait en sorte que chaque collaborateur comprenne qu'il peut être le plus autonome possible en matière d'apprentissage, en matière de formation. Et moi, j'aurais vraiment réussi ma mission le jour où, bah, finalement, je serais devenu complètement dispensable, le contraire d'indispensable. Voilà, on a plus besoin de moi. Ou Oui. en tout cas, on ne me voit plus et j'agis un peu comme une main invisible. Après, on travaille quand même avec des clients qui sont responsables de formation des milliers ou des dizaines de milliers de personnes. Ils ne peuvent Oui. pas avoir le même niveau de contact que toi, tu as avec à Ah oui, travers. c'est clair. Oui, bien sûr. Donc, je vois bien, si tu veux, ces clients-là, ces gens-là qui disent, ouais, mais ce que fait Jonathan, moi, j'ai pas le temps, j'ai pas la capacité, tu sais, de pouvoir accompagner comme lui, on l'entend accompagner. Donc, eux, ils vont te dire, bah, ce qui est important, c'est intégrer IA dans les pratiques de mes collaborateurs et puis Mmh. basta, tu vois. Mmh. Si j'ai fait ça, Oui. j'ai rempli ma mission. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, bah, je crains que ça soit la solution, privilégiée par beaucoup aujourd'hui. On forme massivement à l'IA et puis, entre guillemets, «advienne que pourra». Non, mais je pense que, il y a un maillage quand même territorial dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'on a des équipes, on a des managers, et cetera. Et aujourd'hui, alors on me dira, on met encore une charge sur les managers, mais enfin, c'est un problème, depuis plus de 20 ans que je travaille dans la formation. Il y a cette clarification du rôle du manager,
justement, ce qui n'est pas clair, qui n'est pas fait, qu'est-ce qu'on attend des managers? Et on a toujours ce discours où on attend des managers qu'ils soient les premiers développeurs de compétences de leurs équipes, etc. Puis ensuite, on regarde la fiche de poste, on regarde comment ils sont payés, on voit qu'ils sont avant tout payés, promus, etc. pour faire du chiffre. Mais la partie formation, et j'accompagne vraiment mes équipes pour avoir des équipes apprenantes, des équipes où on a vraiment le sujet formation, le sujet d'apprentissage qui fait partie des rituels managériaux, des briefs d'équipe, etc. Quand on en est là, peu importe on va dire la taille de l'entreprise, parce que finalement, le service formation est là en support, il est là en soutien aux opérationnels, et il ne doit certainement pas se substituer à eux. Donc, euh, si j'étais responsable formation d'une très grande entreprise, ma priorité, ça serait le travail avec ces relais du terrain, de leur faciliter la vie, etc. Pour avant tout leur faire prendre conscience que leur rôle dans la formation, c'est pas juste de faire des entretiens annuels pour identifier des stages de formation sur un catalogue pour les remonter au service formation pour procéder aux inscriptions. Mhm. Encore une fois, ils ont énormément de choses à leur portée. Ils ont tout. Ils ont le web, ils ont l'IA pour certains. Ils ont avant tout leur équipe, les pratiques, une manière d'apprendre sur le terrain. On n'a pas attendu la formation pour construire des cathédrales, hein. On faisait ça avec le compagnonnage, etc. Donc, qu'on parle d'AFEST ou pas, il y a énormément de choses que l'on peut remettre au niveau de l'équipe. Et encore une fois, par contre, là, la priorité, c'est de donner du temps. Je parlais du temps tout à l'heure en parlant des coûts salariaux, de ce que ça représente. La priorité, ça n'est pas de donner des budgets de formation. La priorité, c'est d'allouer du temps. Et à partir du moment où on a du temps, on peut l'organiser, on peut l'utiliser intelligemment pour apprendre, même en l'absence de formateur. Oui. Alors, si on va se prendre sur un cas très très pratique, imagine que tu es Oui. en face d'un commanditaire qui dit, bah écoute, on est en budget restreint actuellement, il y a peut-être un plan de licenciement, bon, par contre, on a besoin de faire une formation très importante, stratégique, mais il faut rester très focalisé sur la gestion du budget. Comment tu t'y prends? Alors, je penserai avant tout priorisation. C'est-à-dire que, tu vois, si on raisonne, enfin moi j'ai toujours l'obsession du transfert en tête, hein, en disant, Oui. déjà on ne peut pas avoir de transfert, on ne peut pas avoir même d'impact forcément avec voilà, un module e-learning d'une demi-heure, etc. Hein. Donc C'est ce voilà, que tout le dépend ce que l'on va mettre en commanditaire, ouais, face. c'est ce que le commanditaire va forcément exiger. Il va dire faites un e-learning massif et puis voilà quoi, comme ça vous êtes dans le budget. Ouais, oui, tout à fait. Bah, dans ce cas-là, je vais lui dire, bah, voilà, qu'est-ce que vous attendez derrière? En fait, je vais vraiment commencer par la fin en disant, qu'est-ce que vous attendez derrière? Est-ce que le but, c'est pour montrer que l'on fait de la formation en interne? Est-ce que c'est pour des objectifs, des exigences en matière de conformité? Tu vois, je pense aux banques, par exemple, avec toutes les formations, les modules e-learning sur la lutte contre le blanchiment d'argent, etc. Donc, si c'est juste pour cocher des cases, pas de problème, on fait un petit module et tout va bien et on sera OK, on suit les taux de complétion, youpi, c'est la fête. Hmm. Si par contre, si c'est des objectifs en termes d'acquisition de connaissances. Bon, encore une fois, là, je pense qu'on a de la matière en interne. On peut se reposer, se reposer en toute ou partie sur la base de connaissances qui existent, hein, dans n'importe quelle entreprise, peu importe, elle existe. Elle est peut-être parfois mal fichue, il faut peut-être réorganiser les choses, mais en tout cas, on a de la matière dans l'entreprise, donc on a de la matière exploitée. Mais moi, je vais lui faire prendre conscience que si derrière, il attend du changement de pratique, et là, je vais volontairement prendre l'exemple de formation que lui-même, ce commanditaire, a suivi récemment. Il sait très bien que sans pratique, sans activité pratique, sans accompagnement, etc., il n'y a pas de mise en pratique durable derrière. Donc, si la formation est vraiment importante, et j'entends qu'on puisse avoir des restrictions budgétaires, dans ce cas, je vais dire, bah, focalisons-nous peut-être sur un comportement, une pratique que l'on souhaite faire évoluer. Et peut-être que justement, si on obtient des résultats derrière et que ces résultats sont visibles aussi de tous, aux yeux aussi de la direction, etc., peut-être qu'on arrivera à négocier davantage de budget, etc. Mais allons-y pas à pas. Quelle est la priorité? Voilà, si je reviens voir mon commanditaire dans X mois après la formation, quelle est cette pratique
qui sera mise en œuvre par les apprenants et qui fera vraiment la différence. Et déjà là, on va pouvoir tailler je pense, on va pouvoir tronçonner même, dans pas mal de modules de formation et cetera, qui ne sont pas forcément nécessaires, qui ne sont pas reliés à cette pratique. Donc il faut vraiment commencer par la fin, en disant: «Qu'est-ce que vous attendez de la formation?» et s'il y a un objectif de passage à l'action, de mise en pratique, quelle est cette pratique clé sur laquelle on va vraiment focaliser toute notre attention? Ce qui va permettre des objectifs de formation mesurables, spécifiques, observables, très Tout à fait, clairs. C'est le exactement. nerf de Ah la oui, oui. guerre, c'est cette rencontre avec le commanditaire, d'être outillé avec un outil de cadrage qui permet de poser les bonnes questions. Et à la limite, Oui, j'ai envie de dire, ça facilite, je ne sais pas si c'est le bon mot, ça favorise, ça facilite, oui. facilite, voilà. Ça Ouais, facilite ou ça favorise. ou Comme tu veux. favorise, c'est la capacité pour le professionnel de formation de dire, ben, vu que le budget est restreint, la formation n'est pas la bonne solution. Oui, Tu vois ce que je veux dire? oui, C'est-à-dire tout que, à fait. Ah complètement, oui, c'est très juste. oui, si on peut mettre en place une formation, parce que tout le monde veut une formation pour répondre miraculeusement à tous les mots, MAUX, mais Oui, dans ce cas-là, c'est pas ça qu'il vous faut, hein. ouais, clairement. Et c'est uniquement une fois que vous pouvez ressortir des objectifs très clairs que vous pouvez passer à la phase conception, parce que vous savez que vous allez donc créer du contenu extrêmement pertinent qui est en lien précis avec les résultats attendus. Donc, je pense Oui, que la phase de préparation, la phase de conception, la phase avec le commanditaire, c'est encore plus important que le budget restreint. oui, ouais, ouais, tout à fait. Ah non, clairement, oui, oui, et tu as tout à fait raison. Et si on arrive à planter dans la tête du commanditaire l'idée, la graine de cette idée qui est que la formation n'est pas la solution miracle à tous les maux, comme tu disais, MAUX, déjà ça c'est gagné. Il faut casser ce réflexe de dire il faut faire de la formation, etc. Alors que le problème est peut-être ailleurs, c'est peut-être un problème d'organisation du travail, c'est un problème de management, c'est un problème de culture, c'est un problème de communication, enfin c'est un problème de manque d'outils. Enfin, il peut tellement y avoir de choses que voilà, il faut pas que la formation soit un réflexe. Voilà, je sais que ça va à l'encontre de la popularité potentielle du responsable formation qui se dit plus j'organise de formation, plus on a des volumes de formation élevés et mieux c'est. Mais c'est pas ça le défi aujourd'hui et encore une fois certainement pas dans un contexte économique plus que délicat. En fait, tu sais, souvent on dit dans les crises que c'est là que la créatif se révèle. Tu sais, c'est dans la Oui, souffrance que, comme dit Serge Gainsbourg, il faut souffrir pour s'exprimer, tu vois. Donc, c'est-à-dire que tu prends le oui, côté très négatif pour pouvoir réussir quelque chose de positif ou de créatif. Et le message qu'on est en train de faire, c'est que, ben, en fait, lorsque il y a difficulté au niveau du budget, ben, on peut être créatif et on doit être créatif. Et moi, j'ai envie d'aller plus loin. On peut prendre justement ce moment pour restructurer, un peu comme disait au niveau du marché, mais restructurer l'offre en interne. On peut vraiment travailler sur les bases au niveau de la culture. Tu as dit, mais il faut accompagner plus, il faut travailler avec les relais. Mais c'est à ce moment-là qu'on peut le faire. C'est-à-dire qu'il y a un manque de oui, budget. Donc, on arrête d'exécuter, on arrête de recevoir des commandes. Et puis, tu sais, créer le catalogue. Non, on dit, voilà, on peut plus le faire. Donc, on va vraiment travailler sur les choses de fond. On va travailler sur la culture de l'organisation au niveau de l'apprentissage. On va vraiment former les managers sur l'importance de transfert. On va vraiment former les commanditaires de comment passer une commande de formation. Tu sais, on va vraiment mettre en place les choses pour pouvoir favoriser la mise en pratique des formations avec des tuteurs, des coachs, tu sais, et plein d'autres mhm, éléments et outils. C'est là qu'on va passer du temps pour travailler. Et une fois parce que c'est toujours cyclique, hein, quand le budget revient, ben c'est là qu'on peut intelligemment acheter de la formation, sachant qu'on a tout cet écosystème maintenant en place derrière, quoi. ouais, tout à fait. Ah bah écoute, là je ne peux qu'abonder en ton sens, hein. D'où l'intérêt, je pense, j'y reviens, hein, d'en finir avec cet assistanat de la formation parce que c'est le meilleur moyen en fait de ne pas faire bouger les choses. Aujourd'hui, si j'étais un peu provoquant, je dirais le meilleur moyen de développer le covoiturage, c'est le litre d'essence à 1,6 € quoi. Mm. En fait, à un moment donné,
il n'y aurait pas eu, j'imagine, ce développement du covoiturage, etc., avec un litre d'essence à 0,5 euros. Donc, enfin, ça n'a jamais existé à ma connaissance, un litre d'essence à 0,5. Mais c'est pour dire que forcément, c'est dans la difficulté que l'on doit aussi faire preuve d'innovation, Oui, penser en dehors de la boîte, et puis que l'on doit renouveler tout ça. Et je pense qu'aujourd'hui, il y aurait peut-être même pas tous ces discours sur l'importance du manager, l'entreprise apprenante, etc., si on avait des fonds infinis, illimités à allouer, à consacrer à la formation. Et en fait, on continuerait d'utiliser la formation comme étant, voilà, on envoie les gens en formation, la magie opère, ils reviennent, ils sont compétents, quoi. Et en fait, ça nous oblige forcément, vous voyez, à penser à Fest, à penser tout ça, quoi. alors, donc on peut conclure que lorsque les budgets sont restreints, lorsque le pays est endetté, c'est pas forcément la fin de la formation. Loin de là, c'est un moment propice de pouvoir refaire les choses intelligemment avec de l'innovation, avec un focus vraiment sur les choses qui sont importantes. Donc pour nous, c'est pas forcément mauvais. Après, j'ai envie d'aller pousser le bouchon un peu plus loin. Est-ce que tout ça c'est redondant parce que IA va nous remplacer quoi qu'il arrive? Toi et moi, on fait des tests, hein, on regarde ce qu'IA est capable de faire, tu vois. Ouais, Alors, on a fait un épisode sur l'IA avec toute la problématique éthique de l'utilisation, la gestion de la dépense de l'énergie, les oui. choses qu'on ne sait pas forcément sur l'utilisation de l'IA. Et je trouve que c'est toujours important de le prendre en compte. Oui. Mais si on reste sur la formation et l'évaluation, est-ce que tu veux partager un peu tes réflexions avec nous actuellement ou pas? Hmm. Oui, oui, alors avec plaisir si je puis dire. Alors l'IA va tous nous remplacer, alors tu ne crois pas si bien dire. On pourra mettre le lien, si tu veux bien, dans les ressources. J'ai vu hier une vidéo avec un spécialiste en sécurité de l'IA qui s'appelle le docteur Roman Yampolsky. D'accord. J'ai peur de mal orthographier son nom. Qui est vraiment un expert du sujet, etc. Et alors lui a des prédictions d'ici à 2025, à 2030, etc., où voilà, il montre que, en fait, c'est même pas juste l'IA va remplacer tous les emplois intellectuels, hein. Il parle même voilà, de la robotique, etc. Enfin, voilà, il pose des questions par rapport au taux de chômage, ça va être quelque chose. Donc là, là Oui. ça va être assez magique, entre guillemets. Mais alors justement, bah, comme tu le sais, hein, oui, donc j'ai un regard critique sur l'IA, mais je l'utilise quand même, et notamment pour tester ce qu'elle est capable de faire. Oui. Et force est de constater qu'aujourd'hui, je m'amuse hein, quand je vois passer des messages sur LinkedIn du tiens, je peux faire ça pour vous, voici mon offre, etc. Et en fait, je prends parfois les messages tels quels des personnes et je dis à l'IA, vas-y, qu'est-ce que tu peux faire par rapport à ça? Et en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, il y a énormément de sujets où finalement, on, on peut, je vais le dire comme je le pense, hein, on peut se passer à la fois de formation, on peut se passer de consultant, on peut se passer aussi de spécialiste de l'évaluation, pour, en tout cas, au moins tout un ensemble de premiers niveaux de réponse. Mhm. Hier, j'ai fait le test, tu vois, on a eu un moment ensemble dans une session de formation et j'ai fait un test en posant à l'IA une question d'une participante pour voir si la réponse allait Oui. être la même que la mienne. Ça, c'est Et très, en fait, la très réponse, intéressant. ah ouais, et en fait, là, alors, ce qui est intéressant, c'est que l'IA a repris notamment mes réponses. Donc, c'est bien, je me dis, bon, tiens, voilà, ça avait du Félicitations. sens, hein, Voilà. si je me fiais à l'IA, Ouais. à- au sein ChatGPT ou à Copilot de Microsoft, peu importe, mais voilà, ça semble avoir du sens du point de vue de l'IA, mais on a délivré 10 fois plus derrière. Donc ça veut dire que la réponse de l'IA était 10 fois plus riche que la réponse que j'ai faite. Alors certes à chaud, mais quand même. Par contre, après, lorsqu'on regarde les détails, Oui. on se rend compte que si par exemple je dis à l'IA, tiens, et pour ça, donne-moi un peu le questionnaire que tu vas Oui. pouvoir, qu'on pourrait utiliser pour ça. Et en fait, là, on voit quand même que à ce niveau de détail, ce niveau de finesse, on voit des erreurs en fait. En fait, on voit des erreurs. Alors à ce jour, hein, voilà, on est en octobre 2025, on verra comment les choses évoluent, mais elle me sort encore des questions avec des formulations contre lesquelles je me bats depuis des années, du type le formateur était compétent et pédagogue 1, 2, 3, 4, 5. Enfin, je veux dire, c'est une question à ne surtout pas poser. Oui. Enfin, je veux dire,
qui sont les apprenants pour juger la compétence et on va dire le niveau de pédagogie, etc. Donc, c'est juste maladroit. Donc, un responsable formation qui se dirait, tiens, je veux évaluer, je veux utiliser l'IA pour construire des outils d'évaluation, pourrait se satisfaire de ce premier niveau de réponse. On gagne énormément de temps, mais en fait, on voit encore qu'à ce jour, encore une fois, les choses vont pouvoir changer très rapidement, mais on voit encore qu'à ce jour, on a besoin, pour bien faire les choses et pas faire d'erreurs, de compléter cela d'une expertise humaine. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, je pense que si on n'a pas les connaissances et les compétences, on va accepter la réponse de IA et on va accepter les Oui. mauvaises réponses de IA et on va mal faire les choses malgré notre volonté de s'en renseigner plus. C'est-à-dire Tout à que fait. tu vois, on sait pas ce qu'on sait pas. Tu vois, c'est ça le problème. On ne sait pas ce Oui, qu'on sait pas. Donc, on n'est pas formé à c'est vrai. l'évaluation. On va accepter la richesse dans les réponses que fournit IA. On va se dire, c'est très Mhm. bien, voilà un questionnaire, on va copier les questions, on va les mettre en place, tu vois. Mais derrière, on va pas pouvoir analyser bien les choses, tu sais. Mhm. Oui. Toi, tu dis, et moi aussi tout le temps, mais les questionnaires, c'est bien, mais qu'est-ce que vous allez en faire au niveau Ouais. d'analyse et surtout qu'est-ce que vous allez pouvoir communiquer aux gens. Le vrai problème avec les questionnaires actuellement, c'est le taux de réponse. Et si on n'a pas Oui, oui. si on n'a pas assez de réponses, on peut pas analyser. Si on peut pas analyser, on peut pas communiquer. Et les gens ne répondent pas parce que ils disent mais c'est quoi, pourquoi je devais faire, qu'est-ce qu'il y en a dans ça pour moi? Et donc du coup, tu vois, il y a Mhm. toute cette logique derrière que le responsable de formation, l'organisme va mettre pour aider moi avec mon plan d'évaluation ou mon projet de formation pour mieux évaluer. Et il va accepter bêtement, entre guillemets, hein, je le dis, hein, les réponses des IA, il va mettre en place, mais il va pouvoir rien en faire de façon assez efficace et concrète derrière. Même tu vois, tous les outils qu'il propose, par exemple, je sais pas, un outil d'observation ou les méthodes pour le transfert, je suis sûr qu'il y a plein Mhm. d'erreurs là-dedans aussi. Donc, je pense qu'il faut que ça soit, comme tu dis, une vérification de peut-être de quelque chose sans aller dans les détails ou une proposition de première réponse, tu sais, pour nous aider à aller encore plus loin. Mais pas Oui. un accompagnant dans tout le mise en place de quelque chose parce que, comme tu dis, il y a plein d'erreurs encore. Il n'est pas là encore, tu vois. Il est là parce que il va analyser toutes les choses dans sa base de données ou déjà dans les bases de données, il y a énormément d'erreurs parce qu'il y a plein de gens qui Oui. mettent n'importe quoi sur Internet. Oui. Tout Tu à vois? fait. Oui, il y a un phénomène pour ça. Je sais plus. Je vais parler de consanguinité à ce niveau-là, mais c'est vrai que il y a des productions, des articles rédigés à 100% à l'aide de l'IA. Et donc, il y a une démultiplication de ces productions, et après, l'IA vient taper dedans. Et en Mm. fait, moi, je l'avais remarqué ouais, sur les questions de retour sur les attentes, où je voyais des gens qui parlaient de ça sur LinkedIn. Je disais, mais qu'est-ce que c'est que ce charabia? Et là, personne me répond, ah mais non, c'est Perplexity qui m'a sorti ça, donc c'est une bonne synthèse, ce chat. Mais c'est n'importe quoi. Enfin, je veux dire, Mm. et ce n'est pas parce que c'est l'IA qui vous a dit ça qu'il va falloir. Je veux dire, moi, je vais pas partager les conseils de médecine sur LinkedIn parce que l'IA m'a parlé de ça. À un moment donné, il faut prendre ses responsabilités et justement éviter de colporter des erreurs. Bah, voilà, si justement on n'a pas un minimum de connaissances sur le sujet et qu'on est capable de vérifier la véracité de ses propos, quoi. Donc, ouais, ouais, je te rejoins complètement, hein, et je pense qu'aujourd'hui, il y a 2 manières, on va dire, saines, encore une fois, nonobstant l'ensemble des coûts que ça peut représenter, et cetera, mais d'utiliser l'IA. C'est, pour les tâches chronophages pour lesquelles on ne prend aucun plaisir. Voilà, la Oui, dernière fois, je discutais avec quelqu'un qui me disait: «Moi, je suis absolument pas à l'aise au niveau de mon niveau en orthographe oui, et donc j'ai besoin pour rester crédible vis-à-vis de mes clients, que mes emails soient relus et cetera». Bon, bah, ça, je l'entends, pas de problème. Voilà, moi, j'adore rédiger, donc je me vois pas, voilà, je me vois pas utiliser l'IA pour faire mes posts LinkedIn et cetera. Non, j'aime bien ça, donc j'aime bien écrire. Donc mais on pourrait considérer pour d'autres personnes que c'est chronophage et cetera, bon soit. Mais donc, la lecture des emails, les comptes rendus de réunion, tout ça, tout ce qui est, on va dire, annexe au métier. Et par contre, sur le cœur de métier en tant que tel, moi j'aime bien, c'est un utilisateur avancé que j'ai envie de citer, c'est Pascal Roulois sur LinkedIn, qui est spécialiste en neurosciences. Et lui, vraiment, produit de la matière alors, intellectuelle de haut niveau,
sur la formation, sur l'apprentissage. Et ensuite, il demande à l'IA de se mettre à la place de certains penseurs critiques notoires, célèbres, Oui, et de critiquer le travail réalisé selon la perspective de X ou Y. Et donc forcément, déjà, il a produit quelque chose de solide intellectuellement oui. et scientifiquement parlant, et derrière, l'IA lui permet de dire: «Attention, là, il y a une faille dans votre raisonnement, il faut aller plus loin», et cetera, et cetera. Et donc là, pour le coup, on voit qu'il y a de la valeur ajoutée, et lui peut même, heu, on n'est pas dans une logique où, il demande à l'IA de faire et ensuite il va le prendre tel quel ou travailler sur cette base. Voilà, c'est vraiment c'est du plus plus en quelque sorte. Il a déjà un raisonnement avancé et l'IA l'aide à aller encore plus loin dans ce raisonnement. Comme s'il discutait avec un autre chercheur, par exemple. Donc pour moi, il y a un fond d'espoir, tu sais, parce que il y a un fond d'espoir parce que je pense qu'il y a justement il y a des choses très utiles telles que les exemples que tu nous as donnés, mais aussi des précautions qu'il faut avoir avant de l'utiliser, surtout dans un métier qui est quand même très technique, ce qui est l'évaluation et l'impact de la formation et même Mhm. la formation tout court. Donc on veut toujours se tourner vers la facilité, toujours se tourner vers le confort. Mais moi, mon mot, c'est vraiment formez-vous avant dans l'évaluation, dans le transfert, dans vraiment la bonne pédagogie avant d'utiliser IA pour vous guider plutôt que juste dire bon, j'ai pas le temps, j'y vais tout quand même. Et puis, parce que vous allez voir que vous allez avoir plus de problèmes qu'avant. Ça, c'est mon Oui, parti pris par rapport à l'IA dans notre métier actuellement. ouais, tout à fait. Ouais, je te rejoins tout à fait. Bon, bah écoute, on peut sombrer, on peut dire que il y a des choses difficiles, mais en même temps, moi, je trouve ça super inspirant parce que je trouve que vraiment, il y a toujours des choses à aller chercher, même dans les moments les plus difficiles. On n'y est pas encore, hein, on se projette, hein, mais avec deux budgets refusés, voilà, on ne sait pas où on va dans Ouais, complètement, la complètement. France. Et puis, il faut quand même, je pense aussi mettre à sa garde les possibilités pour le futur. Ouais, mais comme tu dis, je pense que voilà, dans les crises, hein, il y a soit oui, soit on voit la crise et puis on se dit on va tous se réfugier. Et j'aime bien, il y a un auteur, j'ai lu son livre, qui est un conférencier qui est Bruno Marion, qui parle beaucoup du chaos, etc. Oui, Et j'aime bien l'intitulé de son livre qui est On ne va pas tous finir avec une hache au fond de la forêt. Et en fait, oui, c'est justement pour dire, dans toutes les crises, etc., en fait, il y a des opportunités. Et il y a cette phrase, hein, je crois qu'elle est tirée d'un roman qui est les temps difficiles créent des hommes forts, et des hommes forts, des femmes fortes, hein, voilà, ne soyons pas sexistes. Mais je pense que voilà, c'est dans des crises comme ça où justement, on doit pouvoir révéler ce qui fait le cœur de notre métier. Et c'est le moment d'avancer sur des choses qui font la différence. C'est le moment de penser en dehors de la boîte et puis de voilà, travailler sur des sujets de fond et ne pas s'arrêter encore une fois, à des questions de financement parce que c'est le meilleur moyen de se préparer à d'autres crises à venir, hein. C'est le propre des crises, c'est des cycliques. Donc voilà, si on ne fait rien là, ben voilà, on ne sera pas plus préparé à la suivante. Donc c'est quand même le moment voilà, de revenir aux fondamentaux. Et les fondamentaux de la formation, ça reste avant tout euh, la pratique, la pratique avec ses pairs, avec les managers, sur le terrain, etc., etc., et de la formation en support. Mais donc ce n'est pas, pour revenir, tu parlais de Olivia dans l'actualité, hein, et du Netflix de la formation. mm. Ce n'est pas en mettant à disposition des portails avec des centaines de modules de formation que l'on va changer les choses, quand bien même ces modules ne coûteraient pas grand-chose. Bon, on peut pas mieux dire que ça, donc je pense que c'est la fin de l'épisode. Moi, j'ai vraiment envie d'explorer un peu plus justement ces relais. Peut-être un prochain épisode, on peut explorer ça un peu plus parce que je trouve tout ça passionnant. Oui, Merci beaucoup, Jonathan, c'était super. Et merci à toi. merci à vous, les auditeurs. Et on se verra ou on s'entendra pour le prochain épisode de cette podcast Retour sur les attentes. Au revoir. Au revoir.